Bien, je vous présente donc le livre de Laurence Kahn, L'avenir d'un silence. L'époque est sombre. Ce n'est heureusement pas mon devoir de l'éclairer. Ces mots de Freud adressés à Arnold Zweig datent de mai 1935, quelques années donc après avoir écrit Psychologie des masses et analyse du moi, L'avenir d'une illusion, Malaise dans la culture et Pourquoi la guerre. 2 ans aussi après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Autant dire, après cette phrase de Freud, qu'il convient de ne pas confondre l'analyse des faits de la psychologie collective et l'espoir d'être entendu. Éclairer, nous rêvons pas. Analyser, c'est le seul acte que puisse commettre le psychanalyste. L'avenir d'un silence, le titre du livre de Laurence Kahn, fait explicitement écho à celui de Freud, L'avenir d'une illusion. Ce livre est à la fois celui d'une historienne, avant d'être psychanalyste, Laurence Kahn a été une historienne de la Grèce antique, et d'une psychanalyste. Le silence en question, celui qui donne son titre au livre, est celui qui a régné en Allemagne sur l'ensemble des exactions nazies et sur la destruction de l'Allemagne provoquée par la guerre. Un silence presque total sur ce qui eut lieu pendant la période allant de 1933 à 1945. Silence qui a duré de 1946 jusqu'à la querelle des historiens en 1985-1986. Comment penser le fait collectif que fut le destin de la mémoire allemande, son amnésie, ce trou de mémoire, une fois la destruction parachevée et la défaite consommée? Comment a-t-il été psychiquement possible de laisser le passé au passé, conformément aux souhaits d'Adenauer? La psychologie collective est donc l'objet de ce livre. Peut-on vraiment traiter le moi de la psyché de masse comme le moi de la psyché individuelle? On connaît la phrase de Freud, la psychologie individuelle est aussi d'emblée et en même temps une psychologie sociale. La multiplicité des personnages sur la scène psychique, qu'ils soient objets d'amour, de haine ou d'identification, fait d'emblée de la psychologie individuelle une psychologie sociale. L'analysant est aussi un moyen d'être au monde, un monde qui s'invite plus souvent qu'à son tour sur la scène analytique, d'autant plus intrusif ce monde qu'il est sombre. Cette légitimation d'une interrogation psychanalytique de la psychologie collective n'en appelle pas moins une certaine prudence, qui était déjà celle de Freud. De la psychologie individuelle à la psychologie collective, écrivait-il, il ne faudrait pas oublier qu'il ne s'agit que d'analogie et qu'il est dangereux non seulement pour les humains mais aussi pour les concepts de les arracher à la sphère dans laquelle ils ont pris naissance et se sont développés. Cette interrogation conceptuelle, prudence comprise, est au cœur du livre de Laurence Kahn. Quel mot pour nommer le processus grâce auquel massacre et écroulement de la culture furent enfouis sous un silence de plomb? Refoulement, clivage, répression. Hannah Arendt écrivait « On dirait que bon nombre d'Allemands, tout particulièrement chez les plus cultivés, ne sont plus capables de dire la vérité, quand bien même ils le voudraient. » Ce que Primo Levi constatait à sa manière dès 1946. Le nazisme et le fascisme semblaient véritablement ne plus avoir de visage. On aurait dit qu'ils étaient retournés au néant, qu'ils s'étaient évanouis comme un songe, comme les fantômes qui disparaissent au champ du coq. Comment est-il possible de tordre ainsi à ce point le coût de la relation à la réalité? Faut-il parler d'une psychose de masse pour rendre compte de ce silence forcené? Laurence Kahn suit une autre voie, celle de la déréalisation, soit un rapport à la réalité totalement ébranlé, comme dans la psychose, sauf qu'ici il s'agit d'une volonté de silence. En 1985, le paysage a changé. L'Allemagne est reconstruite et les Allemands revendiquent la restauration de l'identité allemande. C'est à ce moment-là qu'éclate le problème du silence et de sa levée. La question est en effet de savoir jusqu'à quel point on va taire la destruction qui a eu lieu afin de développer un discours identitaire. La querelle des historiens prend corps à ce carrefour, c'est-à-dire au moment où la restauration de l'identité allemande se heurte de plein fouet à la prise en compte de l'ampleur des destructions provoquées par le régime nazi, au-dedans comme au-dehors de l'Allemagne. La néo-réalité collective, permise par le silence, s'effondre.
La querelle des historiens démarre en 1986 à la suite de la publication par Nolte d'un texte dont l'argument principal est que les crimes nazis, dans l'ordre historique, ne sont pas les premiers crimes de cette nature, qu'ils ont été précédés par les crimes bolcheviques, à une exception près, concède Nolte, quelle exception? Celle du gazage. En faisant des crimes nazis un cas parmi d'autres, et une simple réponse aux menaces du bolchevisme, en les historisant, en cherchant à démontrer que le goulag a précédé Auschwitz, et qu'il n'y en a qu'un nœud causal, en proclamant que l'extermination des Juifs n'a été qu'une sorte de copie déformée de ce qui s'est passé dans l'Union soviétique, Nolte et quelques autres historiens ont contribué à faire en sorte que les crimes du nazisme s'estompent de l'histoire même. Ce texte de Nolte met le feu aux poudres. Habermas répond 3 jours après, rapidement suivi par Gunther Anders. L'interprétation de Nolte est une autre manière d'effacer grâce à la haine, dont il dit et il répète que c'est le meilleur ciment de la masse, ce qu'Hannah Arendt appelait la négativité de la masse. Ainsi se fonde le combat à la vie, à la mort, et je cite Hitler, pour que la honte et la haine communes deviennent une unique mer de flammes ardentes, pour que soit défendu l'espace vital, pour que le parti transforme le sens de la pulsion d'autoconservation, en une passion fanatique. Pulsion d'autoconservation, ici ce n'est pas du Freud, c'est du Hitler. Le mythe arien, la promesse d'un Lebensraum, d'un espace vital, réussit à emboîter les intérêts de l'autoconservation individuelle et ceux de l'autoconservation collective. Comment comprendre, je suis toujours l'argumentation de Laurence Kahn, comment comprendre que la promesse d'une autoconservation collective a pu se retourner en son destin inverse, l'autodestruction collective, le Reich millénaire ou la mort. Alors que la défaite est imminente, Hitler s'adresse aux Allemands. Aucun épi allemand ne doit nourrir l'ennemi, aucune bouche allemande lui fournir des renseignements, aucune main allemande lui offrir son aide. L'ennemi ne devra trouver face à lui que mort, anéantissement et haine. Le monde est sombre. Comment ces mots de Freud pourraient-ils ne pas résonner avec ce à quoi nous confronte notre actualité? En 1938, Freud évoquait sa crainte d'une régression vers une barbarie préhistorique. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne manque pas de signes contemporains. À ma gauche, le paranoïaque du Kremlin, à ma droite, le bouffon de la Maison-Blanche. La barbarie est aussi atemporelle que la part la plus sauvage de l'inconscient. Le 7 octobre du Hamas, les affamés de Gaza ont pénétré bien des rêves et autres cauchemars, conjuguant les angoisses singulières et sociales. L'analysant d'aujourd'hui est un homme, une femme, habité par son temps. La psychologie collective est partie prenante de la vie psychique, la plus intérieure, et s'invite chaque jour sur le divan. Plus que jamais, nous sommes confrontés à la solidarité du progrès et de la destructivité. Il n'y a pas de remède contre le progrès. Bien des bombardements d'aujourd'hui sont déjà déterminés par l'intelligence artificielle. Et que dire de la prime au complétisme, à la paranoïa collective, permise par les réseaux sociaux? Le bon vieux temps complotiste de la rumeur d'Orléans n'est plus qu'un lointain souvenir. Si le livre de Laurence Kahn a pour objet un moment de notre passé collectif, cette oreille prêtée au passé est simultanément une façon d'interroger notre présent. Pour l'éclairer, c'est beaucoup demandé, au moins pour le penser. Freud en exil, arrivé à Londres, quand l'heure politique, écrit-il, est tendue et sans joie entre communisme et fascisme, Freud retrouve une liberté, un moment perdu. Il dit « Je peux à nouveau parler et écrire, j'allais presque dire penser ». Sur une stèle du camp de Mauthausen est écrit « L'oubli du mal est une incitation à sa répétition ». La répétition dans la cure analytique est un autre mot pour le transfert, avec ce que celui-ci suppose d'ouverture sur une possible élaboration, transformation. Mais la répétition du mal, quand elle est collective, comment pourrait-elle être autre que meurtrière? L'histoire donne des leçons, mais personne ne les retient.
penser, analyser, plus que par le passé, le monde, le sombre monde, et avec lui la psychologie collective, fait partie de la vie quotidienne du psychanalyste d'aujourd'hui. Scène clinique et scène culturelle sont plus que jamais indissociables. Est-il besoin d'insister pour dire à quel point la combinaison de la haine et de la pulsion d'autoconservation sont le lot actuel du discours populiste, à l'heure où pas une seule des démocraties occidentales n'est à l'abri de la menace d'extrême droite. Le conflit entre réalité matérielle et réalité psychique atteint des sommets à l'heure qui est la nôtre, celle de la post-vérité. Freud, une honteuse et lâche peur de penser nous retient tous, plus oppressante que la censure des gouvernements et la censure qu'exerce l'opinion publique sur les œuvres de notre esprit. Le livre de Laurence Kahn est, je crois, un hommage à ce devoir de penser. Je vous remercie.